cherche le grand compte. Madame la rapporteure. Il me semble que vous n'avez pas répondu à ma question sur l'augmentation très importante des frais de siège globalement que constatait l'IGAS. Et puis, je voulais également revenir sur ce que vous indiquiez tout à l'heure sur le mécanisme du CIFAM lorsque vous êtes entreprise réservataire. Vous indiquiez que vous étiez sur un prix, une moyenne de vente de 15 000 euros. Ça correspond, ce que vous appelez, ce montant-là, il correspond à la moyenne de ce qui est payé par vos entreprises réservataires dans le cadre de vos marchés. C'est uniquement la partie du tiers financeur. D'accord, ok. Alors, vous n'avez pas répondu au micro. Pardon, je le dis pour le vous service allez du répondre, compte-rendu. et puis comme ça, vous allez répondre aussi sur les frais de siège. Et le cas échéant, je ne suis pas sûre qu'on soit allé aussi au bout de la question sur les délégations de services publics. Je vous remercie. Monsieur Durieux, allez-y, faites des réponses courtes. Je vais essayer de faire très Mais court. allez, Donc sur les frais de siège, pour commencer par là, nous avons des frais de siège qu'on cherche à bien sûr avoir le plus bas possible au fur et à mesure des années. C'est l'enjeu de toutes les entreprises, d'avoir des frais de siège les plus réduits possibles. On est passé de 13% à 12,4% en 2023. Donc on a fait un effort d'1 point, ce qui est quand même assez colossal, malgré qu'il faille encaisser la croissance. Donc quand on a 200 salariés en plus sur une année, il faut bien qu'on recrute une personne pour faire les feuilles de paye en plus, parce qu'on a 200 feuilles de paye à faire tous les mois. Donc les frais de siège augmentent en valeur absolue, bien sûr, avec la taille, mais ce qui compte, c'est le ratio des frais de siège réels. Il ne faut pas confondre entre la valeur absolue et le ratio réel qu'on cherche à faire diminuer, c'est-à-dire être le plus efficient possible avec nos équipes de frais de siège pour ramener le coût de nos frais de siège à un ratio, idéalement, si on arrive à 11% dans 2 ans, on aura fait encore une progression. C'est essentiel pour toute entreprise de réduire au maximum ses frais de siège, par le biais de la productivité, par le biais de l'informatique, parce qu'on s'informatise, parce que derrière, on arrive à avoir des coûts qui sont maîtrisés en frais de siège. Madame la rapporteure. Je crois que vous n'avez pas répondu sur la délégation de services publics, sur la maîtrise des coûts de fonctionnement. Ce que je vous propose, parce qu'il faut quand même que mes collègues puissent aussi librement s'exprimer, c'est de dérouler les questions que j'ai sur la problématique de la qualité d'accueil. Et si vous en êtes d'accord, vous répondrez en préambule à la question des délégations de services publics et de la maîtrise des coûts de fonctionnement. Notez bien les questions pour répondre à toutes les questions. Alors, pour commencer sur la qualité d'accueil, je voudrais reprendre un extrait d'un des ouvrages parus l'automne dernier sur les conditions d'accueil des très jeunes enfants en crèche, dans lequel nous pouvons lire non, le secteur privé n'a pas le monopole des drames et des maltraitances graves sur les enfants. Mais les centaines d'entretiens que nous avons menés nous ont en revanche confortés sur un point. Ces 10 dernières années, les principales alertes pour des suspicions de maltraitance, pour des accidents, pour des dysfonctionnements importants dans les crèches proviennent principalement du secteur privé lucratif. Je vous laisserai réagir sur cette citation et je vais bien évidemment, même si Monsieur le Président l'a rappelé, nous n'avons pas vocation au sein de cette commission d'enquête à traiter des procédures pénales en cours, mais je ne peux pas vous avoir en face de moi et ne pas vous interroger sur le drame qui a causé la mort d'un bébé dans une crèche de votre groupe à Lyon en juin 2022. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas nous révéler, mais si vous pouviez nous donner quelques éléments et puis surtout nous indiquer quels effets ça a pu avoir au sein de votre groupe. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Et si c'est le cas, quels sont les dispositifs que vous avez pu mettre en œuvre pour éviter que de tels drames puissent se reproduire ? La question porte aussi, vous voyez, sur la question des contrôles internes, etc. Donc je vous laisserai détailler par rapport à ça.
Pourriez-vous également nous décrire votre politique de pilotage des établissements d'accueil de jeunes enfants et de management de vos personnels de direction? Les rapports, mais également les ouvrages parus à l'automne dernier font état d'un glissement d'une politique centrée vers la pédagogie à une politique qui fait primer la commercialisation des places et qui soumet donc les directrices de AJE à une pression constante pour réduire les coûts et remplir les berceaux. Pourriez-vous nous dire donc quelle est votre stratégie de management, mais également quelle est la durée moyenne que passe un directeur ou une directrice de crèche au sein de votre groupe? Je voulais également donc vous interroger sur les contrôles exercés par la PMI sur les crèches de votre groupe. Les crèches de votre réseau font-elles l'objet de contrôles inopinés? Vous qui êtes répartis sur tout le territoire, observez-vous des différences de pratiques entre les différents départements quant au contrôle inopiné et puis également au contenu des contrôles qui sont réalisés? Et enfin, une question sur peut-être plus précise sur la responsabilité des EAJE de déclarer tout changement de personnel auprès des PMI. Certaines PMI nous ont indiqué que cette obligation n'était pas respectée. Et donc, je souhaitais savoir si, au sein des établissements de votre groupe, il y avait une procédure qui permettait de veiller au respect de cette obligation et si donc vous étiez en mesure de vérifier que chaque directrice et chaque directeur de crèche respectait bien cette obligation légale. Je vous remercie. Monsieur Durieux, Mme Broglin, qui répond? Vous souhaitez que je réponde sur les DSP? Oui, et sur les autres questions après. Très bien. Rapidement, sur les délégations de services publics, nous répondons depuis 20 ans à beaucoup de DSP. On ne fait aucun traitement par rapport à l'intérêt de tel DSP ou d'une autre. On ne sélectionne pas. On pense qu'on doit être présent pour proposer notre qualité d'accueil dans toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, quel que soit leur budget. Bon, après, on essaye bien sûr de proposer la meilleure qualité, mais le cahier des charges des DSP est très strict sur les diplômes, les encadrements, et c'est quand même bien sûr notre délégant, la ville, qui décide du niveau de qualité et du niveau d'investissement humain, par exemple, pour les encadrements qu'elle décide. Pareil, sur le cahier des charges d'alimentation, il y a des DSP qui vont jusqu'à nous dire qu'il faut 70% de produits bio, alors que la loi Egalim est à 29% et que notre réseau, qu'on a décidé depuis 15 ans, garantit 50% de produits Egalim, produits bio, au lieu de 29, qui est la loi au 20-29. Du coup, ce cahier des charges, on cherche à l'optimiser au mieux pour ensuite le mettre à niveau de notre qualité et on délivre, quel que soit le prix du marché gagné, le même niveau de qualité pour tous les enfants. On est dans une volonté d'équité, c'est-à-dire que les enfants vont avoir également des cours d'anglais, de l'alimentation bio partout, quel que soit le prix, que ce soit une crèche d'entreprise, une crèche du conseil régional, une crèche hospitalière, une micro-crèche ou une crèche de DSP. Donc on est dans cette équité de traitement. Il est hors de question qu'on puisse... Voilà. Après, pour répondre à votre question, sur le niveau de ce qu'on arrive à fixer comme prix dans les DSP, ça dépend aussi de ce que la commune est prête à mettre en place. En tout cas, nous, on délivre la même qualité pour tout le monde, et c'est essentiel. On ne voit pas comment on pourrait d'ailleurs faire de poids de mesure. Ça correspond aux valeurs françaises de l'accueil public de la petite enfance, de toute façon. Je vais rajouter qu'on demande une analyse à chaque fois que l'on a perdu un appel d'offres, et que sur les communes qui ont bien voulu nous répondre, donc 47 en 2023, il y a 40 appels d'offres, donc sur 47, que l'on a perdu parce que notre prix proposé était plus élevé que le gestionnaire retenu. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et ensuite, pour répondre beaucoup et être dans quasiment tous les oraux des appels d'offres publics, le critère prix est jamais le critère majoritaire. Il y a toujours à peu près 60% du critère qui est sur la qualité et 40% qui est pour le prix. Mais pour autant, vous avez perdu à cause du prix. C'est ça. Exactement. Oui. Vous en déduisez qu'au niveau qualité, vous étiez à peu près pareil, c'est ça? Nous, on propose toujours la même qualité, comme a dit Christophe. On a une offre avec nos critères. Je sais pas. Madame la rapporteure me souffle, mais c'était pas la question. On répond toujours avec les mêmes critères de qualité. Après, ils sont jugés
plus ou moins favorablement par le... Non, mais ça veut dire que vous avez la même qualité que vos confrères. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Madame la rapporteure. Éteignez, Madame Broglin. Madame la rapporteure. Alors,